faire les bonnes choses et bien faire les choses. Nous, il ne faut pas juste qu'on fasse bien les choses parce qu'on est noir. Il faut qu'on fasse les bonnes choses et bien. Hello les amis, bienvenue sur ce 3e épisode de Real Shit, Real Talk. Real Talk, Real Shit. Aujourd'hui, je reçois Tiana Mayembe, qui est donc conférencière, coach certifiée en confiance en soi. Et c'est une de mes favorites dans le game d'Instagram. Et donc, je suis contente de passer ce moment avec elle et j'espère que vous pourrez plus la découvrir en tant que personne. Hello Tiana. Oui Gigi, merci pour l'invitation. Tu sais que je te cours après depuis je ne sais pas combien de temps. Tiana, s'il te plaît, je veux que tu viennes. Donc merci d'être là. Merci de prendre le temps d'être là. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, il fait très beau, je suis en bonne compagnie. So right. En espérant qu'il ne pleuve pas parce que tu sais, le temps est devenu bizarre à Paris. Hein? Ça fait longtemps que c'est comme ça. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Je voulais commencer par parler un peu avec toi de l'excellence. Parce que je trouve que, donc je te suis, j'aime le travail que tu fais, j'aime ta personnalité. Et je trouve que, en tout cas, depuis que je te suis, je remarque beaucoup d'exemples d'excellence dans ta vie. Donc tu es coach en confiance en soi, tu es certifié, tu as accompagné pas mal de femmes à atteindre leurs objectifs et à pouvoir se libérer quelque part. Tu enseignes à l'ESCP et en 2021, tu as dirigé la conférence de Philippe Simo. Donc, c'est quelques exemples que je donne d'excellence. Mais cette excellence-là vient aussi avec le travail, avec beaucoup de félicitations de personnes comme moi. Et donc, tu as un peu ton ego qui gonfle. Et ce qu'on ne voit pas, ce qui est normal, ce qui est normal, et on va arriver au sujet de l'ego, je ne suis pas en train de te pointer du doigt, parce que même moi j'ai de l'ego et je pense que l'ego est bon dans une certaine mesure. Mais on en discutera. Donc, mais ce que les gens ne voient pas, après l'excellence, c'est toutes les nuits où tu te parles à toi-même, où tu as plein de conversations avec toi-même, où tu doutes parce que tu es humaine, où tu as le syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Du coup, je voulais te dire, avec toute cette vie d'excellence, comment tu gères au quotidien les situations de difficulté, mais également quand tu as ces moments-là de doute, parce que tu restes humaine. Déjà, c'est une très bonne question. Il faut commencer par prendre en compte que, pour ma part, j'ai beaucoup lutté avec le perfectionnisme. Alors, j'ai eu du mal à concevoir même l'excellence. C'est-à-dire que quand je renvoyais des signaux de succès, pour moi, ce n'était pas forcément très valorisant, car c'était très loin de ce que je souhaitais véritablement atteindre. Donc, d'un côté, j'ai toujours souhaité atteindre l'excellence, enseigner dans de grandes écoles, intervenir avec des personnes de renom. Mais d'un autre, quand ça arrivait, je n'avais pas l'impression en fait, d'exceller. J'ai l'impression en fait, que j'avais encore beaucoup de retard à rattraper par rapport au potentiel que j'estimais avoir. D'accord. Et finalement, les doutes dont tu parles, ils sont rentrés en jeu dans ce contexte-là. Ce contexte où j'ai l'impression parfois que l'image que je renvoie n'est pas celle que je vois de moi. Tu vois ? D'accord. Et c'est vrai que j'ai énormément de DM, de gens qui apprécient mon travail et j'en suis très heureuse. Mais il fut un temps où je devais absolument prendre en photo les commentaires, prendre en photo les messages, screenshotter, pour pouvoir vraiment intégrer ces compliments. Parce que quand je les recevais, j'avais un léger sourire et ensuite je passais à autre chose. D'accord. Mais comment tu es aujourd'hui? Dans quel état tu es aujourd'hui quand on présente tes exemples d'excellence et qu'on ne peut pas dire de manière factuelle que ces exemples-là n'existent pas. Mais après, tu es humaine, tu as forcément des défauts et tu passes par des crises de questionnement. Comment tu gères quand ça arrive justement ce syndrome d'imposteur? Je prends un exemple con. Enfin, c'est pas un exemple con, il faut que je me répète parce que je te l'ai déjà dit. Je pense que l'ESCP, pour moi, c'est que le début parce que si tu es capable d'enseigner à l'ESCP, je te vois à Harvard, je te vois à LBS. Est-ce que justement, quand des propositions vont arriver comme ça ou quand des propositions arrivent comme ça, tu te dis, mais pourquoi moi, en fait? Alors, en toute honnêteté, ça m'est arrivé, mais maintenant, c'est plus trop le cas. Je vais partager sur ma page Instagram, justement, l'opportunité que j'ai eue de pouvoir potentiellement
intervenir chez Google. J'avais une connaissance qui m'avait dit que justement une personne en interne recherchait un coach carrière pour intervenir à un événement chez Google et directement j'ai recommandé quelqu'un d'autre qui justement elle travaillait auprès de Stanford, L'Oréal, voilà. Selon moi elle correspondait davantage au profil. Et à ce moment-là, quand j'ai reçu l'opportunité, alors que Google était dans mon vision board professionnel, quand j'ai vu ce message, je me suis dit c'est pas pour moi, c'est pas le moment. J'ai pas encore fait mes armes. Ils ont demandé un coach carrière, moi je suis coach certifié professionnel, ça matche pas. C'était beaucoup d'excuses en fait qui cachaient le fait que je me sentais tout simplement pas prête. J'avais peur en vérité de passer pour une imposture devant ces professionnels. Bien entendu, après avoir pris conscience de ça, je suis passée à l'action, j'ai accepté toutes les demandes de conférences qui me sont venues, j'ai fait mes erreurs et aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, quand j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'ESCP, quand on m'a proposé ça, je me suis pas dit « Ah, c'est pas le moment, c'est pas pour moi ». Je me suis dit « C'est bon maintenant, j'y vais ». Et je pense que ce qui m'a permis aussi de pouvoir y aller avec plus d'assurance, c'est le fait que j'ai changé un peu de paradigme et que je suis beaucoup moins attachée au titre, beaucoup moins attachée aux signaux de réussite sociale, au nom. Et dorénavant, je suis plus concentrée sur mes valeurs. Est-ce qu'en allant là-bas, je vais pouvoir manifester mes valeurs, qui sont la liberté, qui sont la joie, qui sont l'amour, qui sont la contribution? Est-ce que je vais pouvoir être moi? Et si ce n'est pas le cas, ça peut très bien être chez Google, je ne vais pas sentir que j'aurai ma place et ça ne va pas beaucoup m'intéresser. D'accord. Donc quand tu expérimentes ces situations de stress ou de questionnement profond, qui peuvent être aussi liées à de la fatigue quand tu travailles beaucoup, en gros, tu le gères en te disant, moi, quelles sont mes valeurs et comment je peux quelque part leverager avec tout le bagage que j'ai en tant que coach et quelque part sortir de cette situation-là victorieuse par j'ai appris ma leçon ou j'ai un outil qui va me permettre d'être mieux. Oui et non, parce qu'on ne va pas se mentir, tu mets pas directement ta casquette de coach quand tu as des doutes, même si tu connais les outils. D'abord, je vis bien mon stress, je suis déprimée, je suis dans mon down. Et la seule différence, maintenant que j'ai les outils et que je fais énormément de travail sur moi, c'est que je me remets beaucoup plus vite de ces périodes, justement, où je ne suis pas forcément bien dans ma peau. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser des outils de pleine conscience comme la méditation, le stretching, la respiration consciente. Et c'est ce qui me permet en fait de me recentrer, d'être dans l'instant présent et ensuite de me demander « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour avancer ?» Mais il y a vraiment cette progression de « Je vis l'émotion négative, j'utilise un outil de pleine conscience pour être dans l'instant présent et ensuite je pense à la stratégie. » Ça marche. Toujours pour rester dans l'excellence et pour faire le lien avec le fait que je te parlais tout à l'heure de l'ego. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es active sans être active sur les réseaux sociaux. Les gens qui vont regarder vont dire, mais cette fille-là, ça ne veut absolument rien dire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que autant tu as une forte communauté et à chaque fois que tu vas poster quelque chose, en fait, tu vas avoir un engagement fort. Tu as cette partie-là et c'est pour ça que je parle du fait que tu es active, c'est que c'est très régulier. Autant, il y a des moments où tu peux clairement disparaître, où on ne va pas te voir pendant 1, 2, 3 semaines, 1 mois. Et même pendant les moments où tu vas poster, en fait, où tu vas faire des posts, que ce soit des reels, que ce soit des posts, tu vas à chaque fois faire une pause. C'est-à-dire que tu ne postes pas tous les jours. Et tu n'es pas dans « il faut que je serve ma communauté, il faut que je serve ma communauté ». Et nous, on aime ça parce que je fais partie de ta communauté. Et parce que tu es humaine, il y a forcément de l'ego qui est là. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a forcément de l'ego? Parce que je pense que l'ego, c'est quelque chose qui va te permettre de faire 3 choses. Principalement, 1, augmenter ta confiance. Parce que quand même si je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un ego, mais je pense que l'ego, dans une certaine mesure, te pousse à avoir en fait un peu plus confiance en toi. Comme tu as un peu plus confiance, tu vas peut-être prendre un peu plus de courage pour aller dans des situations à risque, pour sortir de ta zone de confort. Et 3e chose, je pense que c'est quelque chose qui te permet tout simplement de passer à l'action et de se dire, je vais prendre une situation simple,
Moi, quand je souhaitais sortir ce podcast-là, je souhaitais le sortir depuis 2 ans. Je procrastinais comme tout le monde. Et à un moment, j'ai eu quelque chose qui s'est manifesté. J'ai eu des, comment dire, des bons retours dans mon travail, dans le milieu pro. Et je me suis dit, si tu es capable de faire ça et que tu as des gens à ce niveau-là qui te disent, mais c'est très bien, tu es brillante et tout. Attends, un podcast, tu peux le faire. Et je pense que c'est la bonne partie de l'ego. Ouais. En revanche, la mauvaise partie de l'ego, selon moi, et je voudrais que tu me donnes ton avis sur ce point-là, c'est quand je commence à me dire, je vais sortir ce podcast-là, il faut que ça soit mieux que le funérail des tabous, parce que je vais recevoir dans l'autre épisode Ludovic, ou que je dis, il faut que ça soit mieux que le podcast de Philippe Simo. C'est là où, en fait, je pense que l'ego est mauvais. Et c'est là où je pense qu'il faut que je sois capable de gérer mon propre ego. Donc, première question, qu'est-ce que, déjà, toi, tu penses de... Est-ce qu'il y a une part de bon dans l'ego? Et comment tu gères ton ego? Et pourquoi tu penses que c'est important de savoir gérer son ego? Et gérer dans le sens de check your fucking ego. Tout d'abord, je pense que l'ego est un très bon déclencheur, mais un mauvais guide. Quand tu écoutes la partie de toi qui est blessée, que ce soit celle qui est blessée par le rejet, par la sensation d'abandon, la sensation d'être diminuée par rapport aux autres, tu vois, ton ego, il se dit, mais attends, mais comment ça on me parle comme ça? Comment ça on te traite comme ça? Comment ça on te regarde comme ça? C'est pas normal. Donc c'est un bon déclencheur pour pouvoir créer du changement, agir différemment pour obtenir des résultats différents. En revanche, en reprenant toujours ton exemple, c'est un mauvais guide, parce que si tu souhaites construire tes projets en étant dirigé par l'ego, ce qui va se passer, c'est que tu vas être très généralement accompagné par soit un sentiment de supériorité, soit par la comparaison constante. Qu'est-ce que font les autres pour que je puisse évaluer si je fais suffisamment bien les choses? Tu vas parfois développer un certain narcissisme ou ce désir d'être le numéro 1, et donc... tu as un peu un regard dédaigneux par rapport aux autres et ça peut même te couper de belles opportunités parce que tu ne verras pas les autres comme de potentiels collaborateurs, mais plutôt comme des compétiteurs. Alors, à partir de là, moi, j'ai conscience que ce qui est important pour moi, c'est que dans mon travail, je puisse avancer dirigé par l'amour, par le partage, l'amour que j'ai envers moi-même et l'amour que j'ai envers l'espèce humaine. Et si je vais être dirigée par l'amour, je ne peux pas, en fait, dans mes actions, déjà, en premier lieu, me demander, OK, qu'est-ce que moi j'y gagne? Comment est-ce qu'on va me voir moi? Tu vois? C'est pas facile de check son ego, comme tu dis, parce que comme on est humain, on a des réactions humaines et on a de la colère, on a ce désir de bien faire. Mais si tu veux, ce qui, moi, m'a aidé à check mon ego, c'est d'abord de réussir à me définir en dehors des carcans sociaux. Vraiment. C'est-à-dire que mes objectifs, je me suis demandé, ces objectifs-là, ils ont pour base ce que les autres attendent de moi? Est-ce qu'ils ont pour base ce qui est vu comme étant glorieux par la société? Ou est-ce qu'ils ont pour base ce que moi, je veux véritablement, en dépit des opinions des autres? Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue que non, en fait, la plupart de mes objectifs avaient pour base la réussite sociale, la gloire, la reconnaissance. Et donc, j'allais mettre beaucoup d'énergie à faire très bien les choses, à viser l'excellence, comme on le disait plus tôt, mais pour qu'à la fin, je puisse être célébrée, en fait. Je comprends. Tu vois? Est-ce que tu peux nous donner, parce que tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont se dire, oui, bon, ça veut dire quoi, en fait, concrètement? Comment tu gères, comment tu checkes ton ego? How do I check my ego? Concrètement, en fait, je vais être attentif à mes émotions. Très attentif à mes émotions. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis sur les réseaux, les rares fois où j'y suis, et que, par exemple, je vois qu'un tel a lancé un nouveau projet, et qu'au lieu de ressentir de la joie parce que « Ah ouais, elle fait ça maintenant, mais c'est trop bien », je suis en mode « Ah ouais, ok, elle fait ça. » Ou alors que je me dis « Ah, mais elle est en train de charbonner, peut-être que moi, je ne charbonne pas assez. » Là, je sais que c'est mon ego qui parle.
Et je me demandais justement quelle partie de moi est en train de parler. Est-ce que c'est ma partie remplie d'amour, celle qui est supposée être mon guide, ou est-ce que c'est l'ego, le déclencheur? Tu vois, déjà, il faut que je me pose ces questions-là. Et quand j'ai conscience qu'en effet, c'est le déclencheur, eh bien, tout ce que j'ai à me dire, c'est, OK, souviens-toi de qui tu es, de tes valeurs, de tes projets, et du coup, je me recentre sur ça. Il y a toujours cette phase, en fait, d'introspection et de questionnement personnel. D'accord. Mais je pense que quelque part, je pense que moi, je suis quelqu'un qui se connaît assez bien. C'est-à-dire que je sais dès le moment, et tu l'as très bien expliqué, sur le fait de diriger des actes par de l'amour, par de la compassion, par la volonté de vouloir changer les choses. Donc, si je reprends ton exemple et que je dis, je vois une personne qui fait un travail et que directement, je suis... La première réflexion que je me fais, c'est de la critique où je me regarde et je me dis « Oh, toi, tu charbonnes pas assez ». Là, je sais directement que c'est l'ego. Et moi, j'attends même pas, en fait. Je me dis « Hey, écoute-moi très bien. Tu as intérêt à te taire parce que tu es mieux que personne. Toi-même, tu sais très bien que tu es mieux que personne, donc ne commence pas, tu vois. Moi, c'est comme ça, en fait, que je check mon ego. Et à chaque fois que je fais ça, je me dis, bon, OK, je me check vraiment comme si je checkais un enfant. Parce que je pense que plus ça augmente, si tu n'es pas dur avec ton ego, il va te mener très loin. Ah, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que tu n'es pas obligé d'être dur. Et moi, j'utilise en fait une pratique que j'ai apprise auprès d'une coach spirituelle, justement, qui parle beaucoup d'ego, d'intuition. Et qu'elle dit qu'en vérité, quand tu prends les choses avec humour, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Et l'exemple qu'elle donnait, c'était le fait que l'ego, c'est comme en fait un chien qui aboie, qui fait du bruit en fait dans ta tête. Et que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait un nom à l'ego. Et moi, j'ai donné pour nom Hachiko. Tu vois, je dis, OK, c'est un nom japonais. Cute, hein. C'est qui ça? Je dis, OK, c'est Hachiko. Ça veut dire que quand je sens qu'il y a pas mal de pensées négatives ou de pensées critiques, etc., je dis, bon, Hachiko, OK, calmos, tu vois. Arrête d'aboyer, calme, c'est tranquille. Et quand je fais ça, ça me permet de dissocier, en fait, ces pensées-là de moi. Genre, c'est comme si, en fait, c'était pas moi qui pensais ça. C'est Hachiko qui pense ça. Et ça me permet de reprendre le contrôle. Et ce que je retrouve aujourd'hui très souvent en coaching, c'est que les gens, en fait, n'ont pas la maîtrise, sont en mode automatique. Dès qu'ils pensent quelque chose, ils se disent forcément, en fait, que, OK, c'est eux. Donc, j'ai une pensée critique et ils entretiennent la pensée. Tu vois, ils l'alimentent. Ah, c'est vrai, peut-être que... Et c'est ça qui fait qu'ils rentrent dans une spirale, en fait, négative. Tandis que si tu parles à ton ego, en disant, Hachi, calmos, t'inquiète pas, j'ai compris, t'as bois, t'as peur, tout se passe bien. Tu continues la journée. Tu vois, t'es pas obligé justement d'être dans la dévalorisation, d'être dur avec toi-même, d'être en lutte avec toi-même. Moi, je suis vraiment contre cette dynamique de... En fait, la vie est un combat. T'es en combat contre toi-même. T'es dans la gagne, Tu vois, c'est un paradigme aussi. Oui. Moi, je me dis que je pense que les choses peuvent être simples, fluides, mais il faut aussi que dans notre discours, notre façon d'interagir avec nous-mêmes, on puisse être doux, bienveillant et dans la joie, dans la... Ouais. Je pense que c'est un type de personnalité. Je pense que toi, tu as une personnalité assez calme et par le fait que tu sois coach, tu as besoin d'être patient parce que tu te rends compte que toi, tu es forcément à un niveau à cause des outils que tu as, que les autres n'ont pas. Et tu es forcément cette accompagnatrice-là qui a besoin du recul nécessaire pour faire avancer tes clients. Moi, je ne suis pas patiente. Et c'est vraiment, j'essaie de faire un effort parce que quand tu commences à manager des gens, tu prends conscience, en fait, que si tu n'es pas patiente, en gros, ça va te mettre, en fait, des embûches, notamment dans la carrière. Parce que je suis intimement convaincue et je travaille dans le secteur financier, quand tu es dans de grosses organisations, donc les organisations du CAC 40 par exemple, et toi tu en coaches beaucoup qui viennent de ces organisations-là, quand tu commences quand tu veux péter le plafond de verre, malheureusement tu dois passer, ou heureusement je ne sais pas, passer par la case management, parce que force est de constater qu'aujourd'hui, les personnes qui ont des postes très élevés sont passées par cette case-là et encadrent des personnes. Et donc si tu n'es pas patiente et si tu n'apprends pas à parler aux gens,
tu ne seras pas capable en fait de les leader, de les amener vers où tu veux qu'ils aillent, mais aussi que tu les amènes quelque part à se révéler. Parce que moi, je pars du principe où il faut être manager coach et pas manager, je suis pas ton chef. Personne n'est chef de personne. Même le CEO, il doit des comptes aux actionnaires. Donc, une fois que ça c'est dit, c'est juste... moi, en fait, je pourrais pas checker mon ego comme ça, mais c'est une très bonne... C'est un très bon outil que je vais prendre et que je vais essayer. Pourquoi est-ce que je pourrais pas checker mon ego comme ça? Parce que mon ego, c'est 10 fois moi, tu vois? Donc, si je suis pas en mode, bitch, you better, tu vois? Ça va continuer d'augmenter. Toujours sur les réseaux sociaux, j'ai dit que tu étais très transparente. Donc, tu as parlé notamment de la brûlure que tu as. Je ne vais pas revenir dessus. Si les gens veulent connaître de quoi il s'agit, allez sur sa page. Il y aura son Instagram affiché dans la vidéo, donc vous la suivez et vous regardez. En revanche, ce sur quoi je voulais revenir, c'est l'épisode avec ta sœur. Ouh, t'as suivi en story? Mais je te dis que je te suis. Don't play with me, girl. Est-ce que tu peux juste, en quelques mots, nous dire de quoi il s'agissait? Et derrière, je vais te poser la question. Ok, je sais la faire brève et concise. Parce que c'était une story. Hein. Donc, c'était une story où, en fait, j'ai accompagné ma petite sœur à une réunion où se trouvait sa prof principale ainsi que la CPE. Et il s'avère que la CPE, la prof principale, souhaite que ma petite sœur suive un cursus technologique et professionnel parce qu'elle rencontre des difficultés en seconde générale, elle est au lycée. Et en fait, j'ai dû argumenter et leur expliciter qu'elle rencontrait des difficultés parce que la transition collège-lycée était assez difficile pour elle et qu'elle n'avait pas forcément eu le courage de nous en parler parce qu'elle ne voulait pas décevoir, parce qu'elle a toujours été une excellente élève. Et dès qu'on a su qu'en effet, qu'elle était en difficulté, qu'elle nous a explicité de quoi il s'agissait, on a pu faire appel à des professeurs particuliers pour gérer tout ça. Et notamment, ses notes ont augmenté suite à ça. Mais la CPE, la professeure principale, tout le long de la réunion, était vraiment convaincue que non, ma petite sœur était supposée se tourner vers une voie technologique, ne prenait pas forcément en compte la marge de progression. Et j'ai bien senti en fait qu'ils avaient une idée en tête et que je devais un peu batailler et prouver qu'elle était capable de réussir dans une voie générale. D'accord. Pour la faire brève. Oui, mais c'est très bien résumé, hein, parce que c'est ça le sujet. Ouais. Au-delà du fait que c'était ta sœur, je pense que ça illustre très bien ce que beaucoup de familles afro expérimentent avec des lycées publics en France. Parce que je pense que déjà, quand c'est des lycées privés, tu as l'argent pour amener ton gosse là-bas, donc tu vas faire ce qu'il faut derrière pour qu'ils suivent. Et je pense qu'ils sont un peu plus attentifs, surtout quand ça commence à monter dans les années à 10 000 euros, 15 000 euros et oh là là. Mais la question que je voulais te poser, c'est, toi aujourd'hui, tu as les clés pour aller quelque part défendre le point de vue de ta sœur et défendre quelque part son avenir. Ceux qui n'ont pas ces clés-là, qu'est-ce que tu leur dis de faire? Sincèrement, si j'avais la solution, je pense que je ferais le tour de tous les foyers pour la partager. Malheureusement, c'est pas très facile parce que suite à ce partage, j'ai reçu énormément de messages. Mais pour te dire, notamment une personne avec laquelle j'ai grandi, qui aujourd'hui dirige vraiment des chantiers de construction, qui a un diplôme d'architecte et qui, dans ce même lycée, on l'avait conseillé de faire plomberie, par exemple. D'autres personnes qui me disent bravo, merci de soutenir ta sœur parce que moi, ma mère n'a pas pu le faire pour ma petite sœur. Elle n'a pas forcément en fait eu les outils à ce moment-là et elle n'était pas aussi impliquée qu'il l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, sa petite sœur suit une voie qui ne la correspond pas vraiment en fait. Et j'ai pas mal d'histoires, de retours et à chaque fois, à 90%, c'était des personnes noires en fait qui avaient vécu ça. Et on s'est rendu compte qu'en effet, c'était pas juste ma petite sœur qui avait vraiment un enjeu social, sociétal, qui avait un véritable problème, beaucoup plus profond. Donc aujourd'hui, j'ai pas du tout la solution. Moi, je suis l'aînée de ma famille. Et c'est vrai que quand tu es aînée de famille, tu as un peu ce rôle-là d'exemple. Et tu es un peu le troisième parent. C'est ce qui fait que je suis très à cheval sur la scolarité de mes petites sœurs. Mais pour les autres,
sincèrement, c'est juste de prendre soin, en fait, des uns et des autres. C'est de prêter attention aux petits frères, aux petites sœurs, aux petits cousins, aux petites cousines, de voir comment ça va à l'école, parce que parfois, ils n'ont pas cette facilité à s'exprimer auprès de leurs parents. Par contre, si c'est la tante, si c'est la cousine, ils peuvent s'ouvrir davantage. Et il faut que nous soyons attentifs. Nous qui sommes nés, en fait, en France, on a étudié ici, on doit être là pour eux. Parfait. Du coup, je voulais quand même te poser la question de pourquoi c'est important pour toi d'aller échanger, en fait, sur le fait que pour toi, elle ne doit pas passer en filière technologique. Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il y a certainement des gens qui vont se dire qu'ils sont externes à tout ça ou qui n'ont pas le recul suffisant, la connaissance suffisante pour se dire qu'est-ce qu'implique en fait le fait de faire une filière technologique et qui se disent ouais mais attends sa sœur elle va faire une filière technologique, c'est pas gravissime. Je suis d'accord. Donc pourquoi pour toi c'est important d'aller et quelque part de taper le poing sur la table mais de manière très correcte en leur disant que non? Pour moi, c'était surtout une question de principe. Parce que, comme tu l'as dit, la filière technologique n'est pas un problème. J'ai ma meilleure amie qui a fait c'était STG ou STMG, qui aujourd'hui est cadre, qui gagne très bien sa vie. C'est pas un souci, c'est pas déterminant, à mon sens. En revanche, moi, c'était le principe. C'était de voir un corps enseignant qui n'essayait pas, en fait, de soutenir l'élève, de comprendre ses difficultés. Sincèrement, je l'ai vu même durant la réunion, ils ne voyaient pas forcément Tiffaine pour Tiffaine. C'est comme s'ils voyaient en fait un cas qu'ils ont déjà vu et qu'on met de côté en fait comme on a déjà fait pour tout le monde, tu vois. Et c'est vrai que moi, ma petite sœur m'a déjà fait des retours, m'a fait remonter des éléments où en fait en classe, elle n'avait pas forcément l'impression qu'elle était soutenue comparée à ses camarades. Et c'est vrai qu'elle évolue dans un secteur assez blanc, il faut le dire. Et il y a vraiment une minorité de Noirs et d'Arabes. Et déjà, à son âge, elle ressent en fait une différence de traitement. J'ai pas voulu directement crier au loup dès qu'elle m'a dit ça. Je me suis dit, OK, très bien. Mais quand je suis partie à cette réunion-là, j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Et c'est vrai que là, mon ego s'est déclenché. Et j'ai voulu aussi rappeler que, attention, nous savons nous exprimer. Nous savons nous protéger. On sait aussi, finalement, se défendre. Complètement. Donc, j'avais beaucoup aussi c'est vraiment ça qui me portait. D'accord. Bien entendu, mis à part ça, je voulais aussi soutenir ma petite sœur. Et lui faire comprendre aussi que ce qu'elle ressent est légitime et que on est derrière elle, en fait, tout simplement. Tu vois. Il ne s'agit pas juste d'avoir de bonnes notes. C'est aussi, dès maintenant, instaurer, en plus là, en tant que coach, là, c'était vraiment la coach qui parlait, dès maintenant, instaurer un bon rapport à l'échec, à l'erreur, avoir le droit à l'erreur. Et je le répétais durant la séance, j'étais très claire. J'ai dit, écoutez, cette réunion est très importante, mais il faut savoir que tout ne va pas se jouer aujourd'hui. Vous voyez ? Elle peut être amenée à changer de filière, à redoubler, à recommencer. On le voit aujourd'hui, on a des présidents qui n'ont pas forcément fait d'études de politique, mais ils sont présidents des États-Unis. Voilà. Ouais. Je veux dire que tout ne se joue pas au lycée. Et c'était un peu une façon aussi de retirer la pression qui est mise en fait très tôt chez les élèves et aussi chez les élèves du coup issus de la diaspora. Ouais. Bon, là je vais poser une question qui est un peu intrusive. Est-ce que tu serais OK pour que ton enfant fasse une STG? Et après, je vais répondre à la même question. S'il a un projet professionnel qui a du sens et qui est directement corrélé à cette filière-là, je n'aurais aucun problème. D'accord. Parce que je le vois aujourd'hui, j'ai des personnes justement que j'ai pu accompagner qui sont fans de pâtisserie, qui franchement sont en train de développer des projets incroyables en rapport à la pâtisserie, l'ancienne entreprise, etc., qui ont fait des filières générales, qui ont fait des écoles de commerce et qui finalement ont dû refaire après un CAP pâtisserie en rapport à leur projet. Donc tu vois, il y a du sens, ça match. C'est la seule raison pour laquelle je serais OK à ce que mon enfant fasse une filière technologique ou professionnelle. Ouais. Moi, je suis pareil que toi. Mais avant d'arriver à là, j'ai quand même... J'arrive à un point où je me dis que à chaque fois, on parle... Je trouve que nous, les Noirs, on est un peu obsédés par les Asiatiques. C'est-à-dire qu'on est obsédés par eux
pas par les personnes, mais par le modèle et le respect qu'ils ont su imposer par leur travail. Et en fait, je me dis, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit dans des lieux de pouvoir. Alors, tous ceux qui vont me juger maintenant, je préfère dire déjà, d'une part, que je n'ai pas fait mon lycée en France. J'ai fait un lycée français à l'étranger, en Guinée. Et en Guinée, au lycée français, il n'y avait pas les filières technologiques. Donc, moi, j'ai fait S, d'accord? Donc, c'est pas la meuf qui a fait S, qui vient se la péter, qui est en train de parler. J'essaie juste de dire mon point de vue. Mon point de vue, c'est, comme je ne connais pas la filière STG, je ne connais pas dans mon milieu des personnes, donc les lieux de pouvoir, la finance par exemple, et tout ce qui est lié en fait à l'informatique, au data scientist, à l'intelligence artificielle, des gens qui ont fait STG. Les gens, corrigez-moi en commentaire. C'est la raison pour laquelle ma première réflexion, parce que je suis quelqu'un d'impatient, donc mes pensées arrivent directement, j'irais hell the fuck no. Mon fils ou ma fille qui vient me dire, bah moi je veux faire STG et tout, sans parler du projet, c'est hell the fuck no. Tu vois? Et après, effectivement, si il y a un projet derrière, et il faudra encore que je prenne sur moi pour accepter. Mais le raisonnement qui est derrière, c'est juste que je veux voir en fait des enfants, nos enfants, dans des lieux de pouvoir. Et les lieux de pouvoir aujourd'hui, ben, c'est la Silicon Valley, où tu as des VC, donc des venture capital, où tu as des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Et force est de constater, et dites-moi si je me trompe, je ne sais pas s'il y a des filières technologiques là-bas, tu vois. Donc, c'est juste ça mon point. Après, encore une fois, là, je pense que ça dépend de ce qui est le plus important pour toi. C'est vrai qu'en tant que noir, on a un combat. Tu vois, on a beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse, en tant que communauté, se faire respecter, prendre de la place. Ça veut dire que nous, à mon sens, on a un double fardeau. En tant que personne, on doit porter la communauté, ouvrir des portes, montrer que voilà, si je suis une femme noire à un poste à responsabilité, que d'autres femmes noires aussi peuvent le faire, donc je dois montrer l'exemple. Donc il y a cette pression interne que d'autres communautés n'ont pas. En même temps, je reste aussi ma propre personne et j'ai aussi des rêves, des projets qui ne sont pas forcément corrélés à l'élévation de la diaspora. Si on prend l'exemple de l'enfant, en tant que mère, ma priorité, ce n'est pas le rôle qu'il va jouer pour la diaspora. Ce n'est pas le rôle qu'il va jouer pour la communauté noire. C'est important. En tant que noir, on ne pourra pas lui retirer ça, on va le voir comme personne noire. Mais ma priorité, ça va être son épanouissement personnel. C'est le number one. Ça veut dire que si mon enfant me dit « Maman, je ne veux pas être CEO de telle entreprise. Finalement, je ne veux pas être financier, je ne veux pas être médecin. » J'ai ce projet où je veux, qui sait, je reprends l'exemple tout à l'heure, je veux lancer une chaîne de coiffure, etc., parce que voilà, j'aime la créativité, c'est vraiment là où je m'épanouis. Mon premier truc, ma première intuition va être de me dire, OK, comment est-ce que je fais pour aider mon enfant à accomplir ce projet, si vraiment il est viable et si c'est ce qui fait vibrer. Et je pense que mon expérience en tant que coach, j'ai tellement vu de personnes qui travaillent dans des entreprises, mais vraiment mes côtés, des entreprises respectées, qui sont malheureux, qui sont pas bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste un équilibre vie pro, vie perso. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste être là pour leur famille. Ils sont fatigués, tu vois. Je pense qu'on donne beaucoup d'importance aussi aux apparences. Je dis plutôt beaucoup d'importance au titre. On le voit aussi avec notre culture là, de femmes d'influence, de femmes boss. Tu vois, on met davantage en lumière les femmes qui ont des postes à responsabilité, qui guident, qui sont leaders. We need that, for sure. Mais il ne faut pas se dire qu'on a raté sa vie si on ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et moi, j'aimerais que mes enfants, dès le début, comprennent qu'ils ont le choix. Et qu'il n'y a pas un choix qui se vaut plus que d'autres. Merci. Tu vois. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses et c'est comme ça que je vais procéder. Je pousse un peu le sujet et après, on va clôturer ce point-là parce qu'il faut qu'on avance.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, ça make sense et c'est valorisant et c'est louable. Maintenant, je me dis, les Chinois n'ont pas fait ce choix-là parce qu'ils avaient quelque chose en tête. Je suis pas contre, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi de façon ultime parce que je me dis, si à un moment on est là à réclamer le respect qui nous est dû, on doit l'imposer. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Mais comment on l'impose? On l'impose par des générations et des générations. Alors, tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord, mais je me dis, ça vient dans un deuxième temps. Par exemple, je dis toujours à mes neveux, parce que je n'ai pas encore d'enfants, je leur dis, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'une fois de toute façon que tu as ton diplôme, et tu as un diplôme, en fait, qui te permet de ne pas forcément chercher de travail parce que cet emploi-là, quand tu te positionnes sur le marché, il y a tellement de demandes qu'on vient de chercher. D'accord? On vient de chercher un salaire qui est au-dessus du SMIC parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec le SMIC et les aides qui, en plus du SMIC, si tu as besoin d'un certain standing, ça ne va pas couvrir ce standing-là. Et je parle de standing, les gens sont dans la rue, c'est même pas un standing qu'ils cherchent, tu vois. Mais voilà, si tu veux vivre dignement, comme les médias le disent, il faut que tu sois quand même au-dessus du SMIC. Maintenant, une fois que ça c'est dit, que nous on veut être dans des lieux de pouvoir à cause de la représentation, et pourquoi c'est important d'être dans des lieux de pouvoir? Parce que si moi, l'Africaine ivoiro-guinéenne, je suis dans ces lieux de pouvoir-là, quand ils commencent à dire, bah oui, en Europe, on va faire ça, aux États-Unis, on va faire ça, en Asie, on va faire ça, eh ben moi, je lève ma main et je dis, hello, en Afrique, il y a ça, pour nous, les Noirs, il y a ça. Et j'ai discuté, par exemple, avec beaucoup de personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle, dont une personne que je connais qui travaille à la Silicon Valley et qui dit que lui, mais il est complètement frustré. Les entreprises, par exemple, sur la reconnaissance faciale, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire des efforts clairement pour les Noirs, c'est qu'il y a un manque total de data et que lui, il est le seul, en fait, là-bas qui parle à chaque fois, qui remet ce sujet-là sur la table. Et force est de constater que des fois, c'est le groupe le plus de personnes qui ont des voix qui vont primer, en fait, parce que les entreprises fonctionnent avec des priorités. Et une fois que moi, je me dis, j'ai tout ça en tête, ok, la finalité de la vie, c'est quand même d'être heureux avec soi-même, d'être à l'aise. Parce que quand tu seras sur ton lit de mort, on s'en fout de combien tu as dans ton compte en banque, de ce que tu as pu faire pour les gens, etc. Mais à quel moment on s'assure qu'on va avoir ce respect-là et qu'on va le gagner sur plusieurs générations parce que ça se fera pas par nous ni par nos enfants? Comment on s'assure de ça? C'est moi la question que je pose, en fait. Mais tu sais, là, quand tu parlais, j'ai pensé à la guerre et à une armée. Et au fait que chacun a un rôle à jouer. Enfin, les généraux ne sont pas au front. Parce qu'on a besoin de têtes, on a besoin de gens stratèges, on a besoin de gens qui pourront aller au front. Chacun a un rôle à jouer. Et je pense que aujourd'hui, on érige beaucoup, tu vois, le leadership, les gens qui prennent la parole, mais tout le monde n'est pas supposé parler. C'est vrai. Et là, on en revient finalement à la connaissance de soi et au fait que le développement personnel contribue directement à la réussite professionnelle et, in fine, à l'élévation d'une communauté. Plus rapidement, les gens arrivent à un stade où ils se connaissent, ils connaissent leurs forces, ils connaissent quel rôle, dans quel rôle ils se sentent vraiment bien. Tu as des bâtisseurs, tu as des gens qui sont plutôt à l'écoute, tu as des gens qui sont vraiment là pour vraiment lutter, tu as des guerriers. Chacun a un rôle, tu vois, tu as des sages, tu as des rôles. Quand tu sais dans quel rôle tu peux t'épanouir, tu sais comment est-ce que tu pourras contribuer à ta communauté. Par exemple, moi, le rôle que je commence à avoir, c'est que je vois que je suis de plus en plus amenée à être celle qui accompagne des futurs CEO, qui accompagne des leaders qui sont à 99% des Noirs, tu vois. Je ne suis pas obligée d'être celle qui construit quelque chose. Je suis celle qui aide les autres à construire en révélant en fait leur potentiel, en les aidant à construire les bonnes stratégies, en les aidant à ne pas s'auto-saboter. Et j'ai accepté ça. Alors que fut un temps, surtout à la fac, dans ma tête, c'était il faut absolument que j'ai une grande équipe, que je sois CEO de quelque chose, que je montre que voilà, je peux avoir un impact aussi et contribuer à la vie des autres. Mais finalement, j'ai compris que je peux le faire autrement. Donc, si on reprend ta question et ton point plutôt qui est de voilà comment est-ce qu'on fait pour élever notre communauté, comment est-ce qu'on fait pour gagner le respect, je pense que déjà individuellement,
on doit faire un travail parce que ça va toucher le collectif. Individuellement, comment est-ce que je peux aider les autres? Quelles sont mes forces? Quel rôle je peux jouer? Et quand ça s'est fait, tu y vas à fond. Et là, on rejoint la notion d'excellence. Je peux exceller dans ce dans quoi je peux être efficiente. Tu vois? Il y a cette nuance-là entre l'efficacité et l'efficience. Et je pense que ça te parle. Entre faire les bonnes choses et bien faire les choses. Nous, il ne faut pas juste qu'on fasse bien les choses parce qu'on est noir. Il faut qu'on fasse les bonnes choses et bien. Complètement. Je ne sais pas si je suis convaincue, mais je vois ton point. Je ne voulais pas te convaincre. Je ne voulais pas te convaincre. Sais, mais je pense que c'est un truc, c'est un travail sur moi-même que je dois faire sur le point. Complètement, je suis d'accord. Ok, on va arriver vers la fin. Là, tu m'as convaincue sur un autre aspect. Je pense que tu ne fais plus... Ça, c'est une aparté, mais Dis-moi. attends. Tu fais plus de one-to-one coaching, toi? I still do some on the side. I still do. Parce que you are busy and booked, hein? Booked and busy. I'm still doing some. I'm still doing some. Ok, d'accord. Bon, on en parlera plus tard. Ok. Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse, vraiment. Du coup, ça m'amène sur le sujet de ton business. Moi, je vois, et tu me dis si je me trompe, qu'il y a un shift un peu, il y a une transformation qui s'opère un peu dans ton business. T'avais Alpha Dome. Ouais. Alpha Dome, c'est fini? C'est pas fini? C'est transformé? C'est devenu quoi? Là, t'as Viral Coaching qui arrive. Viral Impact, pardon. Oh, t'es bien renseignée, toi. Tu es bien renseignée. This is a job. Donc, où en es-tu au niveau de ton business aujourd'hui? Et c'est quoi la transformation qui est en train de s'opérer? Même si t'en dis pas trop, mais dis-nous où tu en es. Alors, Alpha Dome s'est terminé depuis un bon moment. Pour ceux qui ne savent pas, Alpha Dome, c'était vraiment un média que j'avais construit pour aider les jeunes, les étudiants, les futurs porteurs de projets à accomplir leurs objectifs perso et pro. Quand je suis devenue coach, j'ai vraiment pris mon nom, Tiana Mayembe Coaching, pour mettre en lumière mes services. Et donc, j'ai débuté en étant à 100% dans le coaching one-to-one. Et ensuite, j'ai développé mon activité en faisant des coachings de groupe. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je souhaitais également aider d'autres coachs à avoir plus de place dans le digital. Puisqu'il y a énormément de coachs compétents qui malheureusement ne savent pas passer le message, qui ne savent pas communiquer sur leur activité. Et je pense qu'il y a plusieurs façons d'aider les autres. Et je pense qu'en aidant d'autres coachs, d'autres personnes qui aident d'autres personnes, finalement, je joue aussi ma part en mettant aussi à contribution mon background en marketing digital notamment. Et donc, Viral Impact, c'est ça, c'est un service de consulting one-to-one actuellement qui aide d'autres coachs inspirants et expérimentés, important, à mieux se faire voir sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent, du coup, aider davantage les autres. Maintenant, Confidence Accelerator, c'est mon programme signature de coaching, existe toujours. Et actuellement, il existe aussi bien en format coaching de groupe qu'en format individuel. D'ailleurs, le lancement du coaching de groupe est ce mois-ci, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Je mettrai le lien en description. Et je garde les deux, en fait. Je garde les deux aspects. J'ai développé un nouvel aspect, donc Viral Impact, et aussi Confidence Accelerator. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la puissance du coaching de groupe? Parce que moi, je l'ai expérimenté et je trouve ça très, très bien. Je pense qu'il faut les deux, le coaching individuel et il faut donc le coaching de groupe. Et pour toi, quelle est la différence fondamentale entre le coaching de groupe et les mentoring ou les programmes de mentorat en groupe ou les sessions de mentorat en groupe? Tu souhaites que je te partage la différence entre le coaching de groupe et le coaching individuel? Entre le coaching de groupe et les sessions de mentorat individuel, les sessions de mentorat de groupe. Pourquoi je te dis ça? Moi, j'ai fait des sessions de coaching de groupe. Par exemple, je me suis faite accompagner pour acquérir l'esprit de diplomatie parce que je suis un peu trop cash dans la façon dont je parle. Et vu que je fais tout en anglais, j'ai un vocabulaire qui est très minime en français. Et dès lors où
ton panel de mots n'est pas élevé, tu vas utiliser des mots qui donnent la sensation d'être un peu brut dans ton discours. Okay. Donc, on m'a accompagné sur déjà élargir mon panel de mots et comment présenter les choses pour ne pas générer la sensation de frustration. D'accord. Ou la sensation même de dégrader chez la personne, alors que je veux juste prouver un point de vue et qu'il n'y a pas de jugement personnel derrière. Donc ça, c'était en session individuelle. En session de groupe, en coaching de groupe, j'avais la coach qui avait on était des hommes et des femmes, 6, sur le même sujet. Et chacun, en fait, c'était du partage d'expérience et des jeux de rôle. Pour mettre en exergue le fait qu'on ait bien appris ou pas la capacité à être beaucoup plus diplomate. Et derrière, moi, j'ai fait des sessions de mentorat, d'accord, de groupe. Et le mentorat de groupe, c'est que chacune des personnes, en fait, c'était les cadres femmes au sein de la banque et de la finance. Et donc là, chacun est venu présenter un peu son parcours et donner des tips sur, par exemple, le syndrome de l'imposteur, sur comment casser les plafonds de verre. Et c'était pas vraiment du coaching, mais c'était du partage d'expérience et des questions-réponses. Donc, ma question ultime est de savoir tout simplement, voilà, là, je viens de présenter un peu la différence. Toi, aujourd'hui, dans ce coaching de groupe-là, qu'est-ce que tu vas présenter? Est-ce que tes clientes ou tes clients, si c'est des hommes, d'ailleurs, est-ce que c'est ouvert à des hommes et à des femmes? Oui, je coach. Est-ce que ça sera plus du mentorat ou ça sera du mentorat et du coaching? Non, c'est davantage du coaching. D'accord. Et la différence fondamentale entre le coaching de groupe et individuel, c'est qu'on capitalise énormément sur l'intelligence collective. Et le fait que quand tu entends aussi l'autre qui vit une situation que tu vis également, ça te permet aussi d'avoir davantage de prise de conscience. Au-delà de ça, le soutien, parce que souvent, ces femmes qui sont très autonomes, très indépendantes, s'isolent. Quand elles vivent des situations particulières, elles vont garder ça pour elles en se disant je dois gérer ça toute seule. Complètement. Et donc, le fait d'être dans un groupe, dans une cohorte de 5-6 femmes qui vivent la même chose, les mêmes réalités, tu te dis, mais en fait, je suis pas toute seule. Et ça permet en fait de relâcher la pression et de moins se sentir comme une anomalie. D'accord. Donc, moi, j'ai vraiment pu voir en termes de résultats que, bien entendu, le coaching individuel, et je reviendrai sur le mentorat de groupe. Non, je ne reviendrai pas dessus parce qu'en fait, j'ai jamais fait de mentorat de groupe. Donc, j'ai fait du mentorat individuel. Par contre, dans le coaching individuel, on a vraiment ce côté personnalisé qui est bien entendu très bénéfique. Dans le coaching de groupe, on peut se dire « Ah, je ne serai pas seule, donc peut-être qu'il y aura moins de temps pour moi, je vais moins y gagner, avoir moins de résultats. » C'est faux. En vérité, et c'est ce que je prodigue dans le coaching de groupe, on peut tous apporter des solutions. Et le fait d'être dans une posture où tu peux être aussi celle qui partage une nouvelle perspective, qui aide l'autre, ça te fait gagner confiance aussi. Donc, c'est ce qu'on fait dans le coaching de groupe. Ça marche. Un dernier mot pour la fin, après on passe au jeu. Oh là là, il me reste plus beaucoup de temps. Un mot pour la fin. Si t'as pas de mots, tu n'as pas de mots, on passe au jeu. On passe au jeu. Ok, donc Tiana, c'est quand jeu. Si on a le temps, on fera 2 jeux. Mais le premier jeu que je voulais qu'on fasse ensemble, c'est le jeu En face de toi. Donc, shout out to En face de toi, mon couple préféré sur les réseaux sociaux. Et je mens pas. Donc, l'idée, c'est un jeu de cartes où tu connais En face de oui, bien sûr. Ils sont plus à présenter quand même. Et donc, dans ce jeu, tu as des cartes. C'est un jeu de cartes où tu as des questions. Tu as des questions juicy, c'est le jeu de cartes rouge. Et les questions bleues, c'est des questions soit simples ou moyennes en termes de juiciness. Et ce que je vais te proposer, c'est de tirer une carte. Tu ne seras pas seule, je vais tirer aussi une carte. Je me prête au jeu. Bien. Et de répondre à la question. Vous aurez le lien, je vais mettre le lien dans la bio. Le lien également va s'afficher. Allez vraiment acheter ce jeu-là. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je fais avec mon chéri. Et on utilise le jeu de cartes rouges. Parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble et qu'on n'a pas le time pour les questions simples. Je te laisse choisir. Ok. Let's go. Boom. Boom. Je fais la même chose. J'ai pas dit que j'allais choisir une question rouge. J'ai pas dit ça.
Roll back Tu the m'as dit, t'as camera. plus le temps pour les J'ai questions pas- simples. Non, j'étais avec mon chéri. J'ai pas dit que tu allais choisir. Mais je t'accompagne. On a dit real talk, real shit. Let's go real. shit. Bon, je te laisse commencer. D'accord, c'est real talk, real shit. Ok. Je dois dire à voix haute. Oui, effectivement, c'est ce qu'on attend. Le podcast, qui écoute le podcast? Le podcast, c'est pour les gens de 18 ans et plus. D'accord. Donc là, la question, je te la pose à toi, n'est-ce pas? Non, c'est toi. Moi aussi, j'ai ma question ici. Hein. Tout le monde va y passer. D'accord. Ok, alors, let's do this. Je consomme régulièrement du porno. Dois-je informer mon ou ma conjointe? Tu réponds, je vais répondre aussi. Ok. Je pense qu'à partir du moment où tu es dans une relation sérieuse, il ne devrait pas avoir de secret entre vous. Non, mais ça, c'est le... Toi, tu es media trained. Ah non, Ça, media on- trained, non, that's a fact. Oui, mais la question, elle t'est adressée à toi. Bah, c'est ma vision des choses du Ok. couple, c'est-à-dire que Donc, il pour ne toi, devrait pas c'était avoir de bon. secret D'accord. et donc partager ce que tu fais et D'accord. peut-être même que ton conjoint ou ta conjointe sera intéressé. Bah, attends, relis la question parce que je suis pas convaincue. Mais c'est la vraie question. La question, c'est... Je consomme régulièrement du porno, dois-je informer mon ou ma conjointe? OK. My bad. Bah, moi, j'avais je pas pense compris, que mais tu as bien répondu. Oui, je pense qu'en fait, Ouais. si tu as honte de quelque chose, ça va créer en fait comme une distance dans le couple. Si tu caches quelque chose. Si tu veux justement que vous soyez... And that's major trend. Like, c'est vraiment ma vision des choses. Si tu veux vraiment que bah, la relation soit harmonieuse, que bah, les choses se passent bien, même si tu as peur de la réaction de l'autre, mets tes cartes sur table. Ouais. Moi, je pense que c'est oui et non. C'est-à-dire que ça dépend de toi. Est-ce que tu as ça à l'aise avec toi-même, dans ton cheminement, avec ta confiance en soi, avec l'image que tu as de toi-même, avec tes propres mensonges, parce que tout le monde a son jardin secret, let's be very real. Tu peux partager avec ton conjoint. Maintenant, si tu te dis non, c'est ton jardin secret et tout, tu veux pas, bah écoute, tu veux pas. Hein. Moi, je pense que c'est pas oui ou non. Faites ce que vous voulez, les gars. Faites vraiment ce que vous voulez. Il faut se positionner. Non, mais franchement, je pense que pour le coup, alors, où je vais me positionner clairement, je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut tout partager avec ton conjoint. Non, non. Chacun a son jardin secret. Et je pense que c'est nécessaire, surtout si tu es dans la longue durée, sur une relation de longue durée, les choses vont se révéler au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin d'être un livre ouvert pour ton conjoint. J'en suis intimement convaincue. Je ne voudrais pas tout savoir de mon mec parce que déjà, ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse pas. Et j'espère que c'est la même chose pour lui. Ensuite, la condition... Donc, ma question, la condition physique assure-t-elle un bon rapport sexuel? Moi, je pense que oui, hein. La vérité. Bon, déjà, moi, franchement, j'étais grosse quand j'étais petite, donc je suis traumatisée. Je fais très attention au corps. Tu vois, si tu me vois, tu pourrais pas dire que j'étais limite obèse quand j'étais petite. Et je suis tout le temps en train de faire des régimes. Oui, complètement. Donc, moi, je date pas les... Voilà, je ne suis pas attirée par les personnes qui sont en surpoids. Et pourquoi est-ce que je dis que, pour moi, il y a un lien? Parce que vu que c'est quand même... Tu fais des efforts sportifs. En tout cas, si tu veux quand même avoir un rapport conséquent ou bien, voilà, tu veux faire des choses. Et donc, bah oui, si tu n'arrives pas à te lever, si tu as un peu de difficulté à cause de ton poids, et là, je suis pas en train de body shame les gens, mais c'est... Comment dire? Pour moi, un bon rapport sexuel, c'est aussi une personne est à l'aise avec son propre corps. Et aussi où certaines positions ne vont pas entraîner chez lui un problème, d'accord? Donc, la réponse ultime, c'est oui à cette question. Ok. Let's begin. Là, tu veux faire? Oui. Parce que j'avais un autre jeu, mais on fera que ce jeu à ce moment-là. Je ferai les deux jeux, les deux jeux avec l'autre. Un peu parce que... Ok. Bon, allez, je te suis. Oh.
Bon, je commence. Vas-y. Souhaites-tu avoir des enfants complètement? Moi, c'est vraiment la parentalité qui m'intéresse. Surtout quand je vois mes neveux. Tu sais, quand ils commencent à être grands et également j'ai une belle-fille, j'aime parler avec eux. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins dans le jugement que nous. Ils ont une très bonne capacité d'analyse, contrairement à ce qu'on peut croire. Surtout quand tu les laisses s'exprimer et dire vraiment ce qu'ils ressentent. Je pense notamment à ma belle-fille et à mon premier neveu. Je vous aime, les amis. Et oui, et donc c'est cette expérience-là que moi j'aime. Je ne suis pas... Enfin, être enceinte, donc la grossesse ne m'intéresse pas. Mais c'est un chemin par lequel il faut passer. Donc voilà, la réponse c'est oui, je veux avoir des enfants. Et j'aimerais bien en avoir 2 ou 3. Monsieur sait. Oui, il sait. Ah, ok. Passons à ma question alors. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en couple? Alors, je vais imaginer, puisque jusqu'à présent, ça ne m'est jamais arrivé. Avantage, je pense que ça lie énormément de construire quelque chose à deux, de travailler ensemble, de passer du temps ensemble sur un projet commun. Ça te permet aussi de mieux découvrir l'autre, finalement sous un autre jour, celui du travail. Quant aux inconvénients, et là j'en vois un gros, l'ego. Pour moi, c'est ça. C'est l'ego et le fait que je sais que, par exemple, si tu as un partenaire qui aime prendre des décisions et que toi, si tu es quelqu'un qui aime prendre des décisions dans la vie professionnelle, ça va souvent clasher. Et qu'ensuite, quand vous rentrez à la maison, comment est-ce que tu fais pour mettre le problème lié au monde professionnel à la porte et revivre juste le couple, en fait? Tu vois? Donc, je pense que ça doit être compliqué de faire la part des choses tout le temps. Moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas du tout fan de travailler à deux, en fait. Parce que déjà, comme Kanye West disait, en fait, il n'y a pas de patron, il n'y en a qu'un seul, et c'est la vérité. Même en termes de pourcentage, il n'y a pas 55 ans, il y a 51-49, quelque part, dans un des domaines, si ce n'est pas le niveau commercial ou le niveau média ou le niveau financier, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Et moi, je veux juste que tu sois mon mari, en fait. C'est tout. Not my boss. Don't mess up my money. Donc, voilà. Franchement, je suis pas pour. Et avec mon mec, on en parle. Je dis, c'est un business, c'est toi qui gères. Moi, je suis juste là-bas. Voilà, quoi. Je compte je suis dans les comités, mais je viens là parce qu'il faut être là, mais c'est pas moi qui gère. Ou inversement. Moi, on n'est pas les deux dans la sauce. Je suis pas encore, peut-être que ça a changé avec l'âge, peut-être. Pourquoi je dis l'âge? Parce que j'estime que plus tu prends de l'âge, plus tu es censé acquérir quand même une certaine sagesse. Donc, c'est pour ça que je fais référence à l'âge. Mais en ce moment-là, non, I'm good. Moi, je suis pour quand même, pour au moins tester. Je suis très... j'aime tester des choses et je pense que, au moins essayer. Ça et marche. voir si ça crée des problèmes, ok. Peut-être mettre de côté. Ça marche. Bon, merci déjà de t'être prêté au jeu. Avec plaisir. C'est déjà la fin. Oh non. Ouais, c'est déjà la fin. J'ai un cadeau pour toi. Oh! Oui. Béné, tu peux s'il te plaît m'aider? Alors, dans le sac là-bas, il y a 2 sacs. Il y en a un qui est vert et un qui est rose. Tu prends celui qui est vert, s'il te plaît. J'ai voulu sortir du truc rose avec les filles, machin. Ok. C'est gentil. Girl, oh, you're so nice. What is it? Alors, donc, c'est un cadeau. On dit souvent, qu'est-ce qu'on peut offrir à une femme qui a déjà tout, n'est-ce pas? Je le pense pour toi. Donc, c'est pas un cadeau de ouf, je te laisse ouvrir, comme ça on va montrer à la caméra. On n'a pas l'habitude, mais je me dis c'est bien. Je veux bien que tu lises et je vais te dire pourquoi. The greatness mindset unlock the power of your mind and live your best life today. Oh, I love him. Ah, ok. The School of Greatness. Voilà, My donc on a guy. parlé d'excellence, de grandeur en début de session. Pourquoi ce livre pour toi? Parce que tu vas trouver un certain nombre d'éléments, je l'ai aussi. Hein. Okay. Déjà, pourquoi est-ce que ce livre? Parce que ça parle de greatness, donc on est vraiment dans l'excellence et je pense que c'est quelque chose vers quoi tu tires et que tu aspires.
Et deuxième chose, pourquoi est-ce que je l'ai pris en anglais? Parce que l'auteur est anglais et que je veux que tu saisisses la substance de ses pensées. Donc, c'est pour ça que je voulais pas le prendre en français, parce qu'à la fin de la journée, c'est un natif anglais. Et troisième chose, j'espère qu'avec tous les tips qu'il donne sur le greatness, sur la différence entre être bien ou être successful et la notion de greatness, tu sauras l'appliquer à toi-même aussi, aux gens qui sont autour de toi. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui, dès que tu connais quelque chose, en tout cas, tu veux le partager. Et j'espère que tu partageras tout ce que tu auras appris avec tes clients, avec les gens qui sont autour de toi. Et voilà, donc tu représentes the greatness for me. So here's some tips about the greatest mindset. Merci les amis d'avoir écouté le podcast et je vous dis à bientôt. Peace out. Oh là 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 là, Gigi.